Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, pour nos habitués, et sinon si vous découvrez notre épisode, on a tendance à aborder différents types de sujets, des sujets joyeux, des sujets un petit peu moins. Et là, on a décidé d'aborder un sujet un peu plus sérieux, puisque on a décidé pour cet épisode de parler du pacemaker. Alors, le pacemaker, comme beaucoup de monde, je vois à peu près ce que c'est, mais pas vraiment. Au fait, Sylvain, c'est quoi un pacemaker? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Alors pour commencer, on va déjà expliquer rapidement ce qu'est un pacemaker et pourquoi cet épisode, moi, me tient à cœur parce que mon papa en a eu un suite à un malaise cardiaque il y a un an et donc ça me touche particulièrement. Un pacemaker, Thierry, c'est un stimulateur cardiaque. Ça a un rôle de sentinelle, ça écoute, c'est une petite machine qui écoute le rythme cardiaque et transmet des impulsions électriques qui sont nécessaires au cœur. Ça empêche soit le ralentissement de l'activité électrique du cœur, comme c'était le cas pour mon père, ou les pauses entre les battements. Donc globalement, c'est une invention révolutionnaire et ça a surtout transformé ou sauvé la vie de beaucoup de personnes qui souffrent de troubles du rythme cardiaque. Voilà, donc il permet de jouer un rôle de régulateur dans le cas où le cœur n'a pas un rythme régulier. Exactement, régulateur ou stimulateur. En tout cas, il va, en fonction des différents cas de figure, s'adapter pour que le cœur fonctionne correctement. On va D'accord. parler, vous connaissez le fonctionnement, la création et l'historique. À ton avis, Thierry, quand est-ce qu'ont été créées peut-être la première mouture d'un pacemaker ou ce qui s'en rapproche? J'aime bien parce qu'à chaque fois tu me poses la question, sachant que j'ai le conducteur sous les yeux, et du coup à chaque fois que je suis obligé de jouer le jeu, de faire comme si je l'avais pas regardé, mais je joue le jeu à chaque fois. Et là sur le coup j'aurais dit le XXe siècle. Ok, on est bon quand même. Hein. T'as vu dans ton rôle de fausse surprise, Thierry, je trouve que tu as un vrai talent. Voilà, tu Ah, mais fais du j'essaye théâtre. vraiment de jouer le jeu. C'est-à-dire que tu me l'aurais posé il y a 3 jours, je t'aurais dit aussi, j'aurais même dit début du XXe siècle, 1910, quelque chose comme ça. Et de ce Ok, que je vois sur le conducteur, je suis un tout petit peu avant-gardiste. t'es un petit peu avant-gardiste. En tout cas, les premières idées de stimulation électrique du cœur, elles remontent au XVIIIe siècle. Donc tu vois, c'est quand même relativement ancien. Avec les expériences de Luigi Galvani, c'était une stimulation électrique des muscles. Donc on va dire là, on est vraiment loin du pacemaker, mais c'est, on va dire, le schéma de se dire, il y a une stimulation électrique qui peut jouer un rôle. Cependant, les Mhm. véritables prémices du pacemaker moderne, ça apparaît dans les années entre 30 et 40. Donc en 1931, tu as un cardiologue new-yorkais, Albert Heyman, qui dépose un brevet pour un appareil manuel qui délivre en gros des impulsions électriques au cœur via une aiguille. Donc tu vois, 1931, pardon, on va dire, c'est là qu'on se rapproche le plus possible de la logique d'un pacemaker actuel. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, je pense avec Neuralink par exemple, et du coup pour le cerveau. C'est un petit peu la même idée, je pense. Exactement, c'est ça. Ça se rapproche énormément. Ensuite, dans les années 40-50, tu as les recherches qui vont s'intensifier. En 1950, tu as le docteur Paul Zoll qui, lui, va développer le premier stimulateur cardiaque externe. Donc, c'est efficace, sauf qu'il est encombrant et il nécessite une surveillance constante. Et donc là, c'est vrai que pour le coup, il y a quand même le schéma et la mécanique qui a été créée et mise en place. Très compliqué, peut-être un peu, tu sais, comme les premiers ordinateurs qui étaient peut-être performants pour l'époque, mais très difficiles à gérer. Bah tiens d'ailleurs, pour faire des liens et comme ça je le note tout de suite, ça me rappelle un épisode qu'on avait fait sur c'est quoi un bug et justement c'était lié à un gros ordinateur. Je vais mettre le lien. Euh, pendant que tu disais ça, je me disais en plus oui c'est d'autant plus embêtant que si tu as t'as des problèmes cardiaques, que tu es facilement essoufflé, etc. Et s'il faut trimballer une grosse machine que tu portes sur ton dos, c'est quand même pas pratique. Donc effectivement, on est dans des prémices, mais il y a encore quelques améliorations à faire. Du coup, je Exact. t'écoute. C'est ça. Et puis à la même époque, tu as un ingénieur canadien, John Hobbs, qui, lors de recherches sur l'hypothermie, lui découvre qu'un cœur arrêté peut être relancé par des impulsions électriques. On ne parlera pas dans l'épisode plus en détail de tout ce qui est défibrillateur ou autre, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, mais en tout cas, Mhm.
en 1950, on se rend compte qu'effectivement, des impulsions électriques, ça peut jouer un rôle. Et ça peut créer un stimulateur cardiaque qui peut effectivement sauver des gens. Et c'est là Et c'est qu'il y a la date. intéressant, Oui. pardon, c'est intéressant parce que du coup, on voit, je trouve, en parallèle, l'évolution des connaissances scientifiques et la première dette que tu citais en disant, ils voyaient ça comme un muscle, c'est légitime, le cœur étant effectivement un muscle. Et on voit au fur et à mesure un espèce d'alignement entre les progrès de la science sur comment fonctionne le cœur et du coup, le progrès technique, technologique par rapport au pacemaker. Mais je te laisse continuer, on va voir si ce raisonnement se poursuit par la suite. Alors, comme tu le vois, en gros, en l'espace d'une trentaine d'années, ça évolue énormément, ce qui est pour le coup assez faible en termes d'années, malgré tout. On est quand même dans un siècle où les développements de médecine technologique ont été importants, mais ça va assez vite. La date clé, Hmm. c'est 1958. Le premier pacemaker implantable est créé par les médecins suédois Rune Elqvist et Heike Senning. Pardon pour la prononciation, il y a des lettres que je ne sais pas prononcer en suédois. Cet implant, il est implanté donc sur le patient Arne Larsson. Malheureusement, le premier appareil ne fonctionne que 24 heures, mais il est rapidement remplacé. Et Larsson vivra jusqu'en 2002, ayant reçu 26 stimulateurs au cours de sa vie. Ça aurait pu faire Donc l'objet d'une anecdote, mais on le met dès le début quand même. ouais, et c'est impressionnant parce que quand tu dis que du coup il a tenu que 24 heures, je me suis dit, bon, la pauvre personne est décédée, mais en soi, ça aurait déjà été un progrès scientifique. Je pense, par exemple, sur les greffes cardiaques, donc vraiment le remplacement du cœur, c'est ce qui s'était passé. Je crois que le premier était resté quelques heures ou maximum quelques jours, et puis après on progresse. Mais non, là directement, ils ont pu rechanger on va dire le matériel, et C'est d'accord, ça, jusqu'en c'est ça. 2002. Et Ouais, Arne Larsson, alors 2002, c'est 28 décembre 2001, pardon. Donc vraiment juste à l'aube de la fin de l'année 2001 et début 2002. Il a été posé donc le 8 octobre 1958, donc tu vois qu'il a quand même vécu énormément. Et malheureusement, ou en tout cas Arne Larsson, sache qu'il est mort d'un mélanome diagnostiqué 2 ans auparavant. Donc il est même pas mort d'une défaillance cardiaque. Il est mort en quand gros même con d'un d'une certaine cancer. manière, Donc, à 84 ans. Donc, bon, s'il vous plaît. malgré tout, les progrès ont fait qu'il a pu vivre encore bien longtemps. Et C'est juste clair. après, pour finir, pour la partie historique, 1960, l'ingénieur américain Wilson Guidbach invente un pacemaker entièrement implantable, marquant un tournant décisif. Et cette invention, par exemple, donnera naissance à l'entreprise Medtronic. D'accord, parce que quand tu dis du coup un pacemaker entièrement implantable, donc ça veut dire qu'avant, en 58, tu avais une partie interne, une partie externe, du coup, Alors, j'ai pas après réussi à t'as vraiment regardé ce avoir détail? plus de détails, mais je pense qu'effectivement, c'était pas entièrement implantable. Il y avait J'imagine, une ouais. grosse partie interne, une partie légèrement externe, et ce qui fait que, effectivement, à mon avis, il devait y avoir une surveillance accrue et que ça n'a tenu que 24 heures, et puis ils ont dû derrière aller développer, mais on voit que peu de temps après, ça a été amélioré. Oui, parce que j'ai pas fait attention, mais effectivement, oui, c'est 2 ans après, et donc certainement que le premier porteur, où je m'amuserai pas à sortir son nom, j'ai pas tes compétences, certainement a profité entre guillemets du premier modèle en 58, et 2 ans après, le reste de sa vie, des nouveaux modèles 100% implantés du coup. Ok, Exactement. Et je comprends mieux. Medtronic, juste pour finir, c'est une entreprise qui produit des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des stents, des valves cardiaques, des prothèses de remplacement de disques vertébraux. Enfin voilà, c'est une grosse société qui intervient dans le monde entier dans le cadre de la médecine. D'accord. Du coup, donc là, on a fait une revue historique, Ouais. comme tu aimes bien faire. Et je vois qu'ensuite, dans le conducteur, tu as mis une partie un peu plus technique, je dirais, l'évolution du produit en tant que tel, c'est bien ça? C'est ça. Je vais pas rentrer dans une technique trop sophistiquée, mais on va dire que le pacemaker, lui, il n'a cessé d'évoluer, devenant de plus en plus petit, plus efficace. Donc il y a une miniaturisation. Le parallèle avec l'informatique est relativement vrai dans l'esprit. C'est que on est vraiment sur des produits qui deviennent de plus en plus petits, plus en plus efficaces. Les premiers pacemakers, c'était relativement grand. Puis au fil des décennies, leur taille elle a considérablement diminué. Aujourd'hui, certains boîtiers ne mesurent que 6 à 8 mm d'épaisseur et pèsent environ 25 grammes.
Donc, et il me semble, mais t'es malheureusement mieux placé que moi pour savoir ça, Mm. mais il me semble qu'aujourd'hui, on place un pacemaker même sous anesthésie locale, je crois. Alors moi, Je suis mon pas père, sûr à c'était en 100%, c'est une anesthésie anesthésie. là, générale. C'est lié au cœur, je pense que c'est du général, tout Ouais, ce qui est lié au cœur. Mon père, quand lui, même, ouais. c'était en général. Il a un boîtier à côté de lui quand il Ouais. dort qui peut préciser s'il y a une défaillance du pacemaker, si à un moment le cœur ne bat pas ou autre. Ils peuvent être amenés à nous contacter. Donc tu vois, il y a vraiment un suivi derrière. Qui dit Donc pacemaker? le boîtier qui contacte directement, du coup. Alors, c'est le boîtier qui envoie, en gros, à l'hôpital une défaillance, D'accord. un problème ou autre, et l'hôpital après peut contacter. Ok. Il y a qui dit pacemaker dit batterie. Donc, mon père, je sais que c'est sur une dizaine d'années à peu près, mais les Mhm. batteries, la durée de vie, les batteries au lithium introduites dans les années 70, elles ont considérablement augmenté la durée de vie des pacemakers, passant de quelques heures à plusieurs années. 5 à 10 ans en moyenne pour les modèles actuels. Et Et à après, nouveau, pour 5 à 10 ans, pour donc des pacemakers qui font, tu disais, 6 à 8 millimètres, donc extrêmement petits, ouais, avec du coup la batterie qui est intégrée là-dedans. Donc c'est là où et tu dis c'est les fort, hein? progrès aussi au niveau stockage. Bon, un pacemaker Ouais. consomme pas grand-chose, mais effectivement, ouais, 5 à 10 ans, et heureusement, parce que s'il faut se faire opérer tous les 2 ans, c'est quand même pas terrible. Bah, t'as vu au début c'était quelques heures, donc c'est vrai que c'est compliqué. Ça. T'as un type de stimulation, les premiers pacemakers, ils étaient très simples. L'évolution a conduit à des pacemakers, ce qu'on appelle à multichambre, double ou triple chambre, capables de stimuler plusieurs cavités du cœur, oreillette ou ventricule, pour une synchronisation D'accord? optimale. Notamment en cas d'insuffisance cardiaque, t'as ce qu'on appelle des pacemakers biventriculaires ou resynchronisation. Le pacemaker, il a différents rôles, comme on l'a vu tout à l'heure, soit un cœur qui bat trop lentement, soit des arrêts. Donc, il est amélioré en fonction des problèmes cardiaques qu'ont les personnes. Et Tu par as ce qu'on rapport à la appelle partie du cœur qui est touchée, donc si c'est justement un exactement. ventricule, si c'est... Exactement. C'est ça. Moi, mon père, par exemple, c'était qu'il avait le cœur qui battait trop bas. Il n'avait pas d'arrêt spécifiquement, mais son cœur battait trop lentement. Donc, c'était plus pour D'accord. le booster. Tu as des pacemakers qu'on appelle sentinelles qui surveillent en permanence le rythme cardiaque et n'envoient une impulsion que lorsque cela est nécessaire. Oui, ça j'avais déjà entendu effectivement. Et c'est ce que j'avais en tête de base. Tu m'avais demandé. Je pensais que les pacemakers même ne faisaient que ça en fait. Mais donc ça va plus loin. Ok. Voilà. Tu as une compatibilité IRM. Tu as de nombreux pacemakers modernes qui sont désormais compatibles avec l'imagerie par résonance magnétique, IRM, ce qui était une contre-indication majeure auparavant, et je te le confirme. Mon père a dû passer un IRM et l'hôpital a demandé la référence du pacemaker. Il était effectivement adaptable et donc il a pu faire l'IRM sans aucun problème. Il y a Oui, une sécurité accrue, il y a une surveillance qui est beaucoup plus importante, mais c'est faisable. exactement. Et ça c'est lié aux ondes magnétiques. On pourrait presque en faire un épisode particulier. Mais effectivement, pour ceux qui ont déjà passé une IRM, de bien faire attention. Voilà, les pacemakers, les prothèses, etc. Parce que en deux mots, de par le système de magnétique, ça pourrait quasiment absorber en fait la partie métallique qui pourrait, ben, dans le pire des cas, se décrocher et s'arracher du corps ou bien comme ça. Donc je vous laisse imaginer les dangers potentiels. Donc oui, c'est bien que ce soit compatible maintenant IRM parce qu'on fait quand même énormément d'analyses par ce biais-là. Exactement. Et dernière innovation, les pacemakers sans sonde. Le leadless pacemaker, c'est une innovation majeure apparue vers 2013 qui élimine les sondes transveineuses et les poches sous-cutanées. Ça réduit en gros le risque d'infection et de complications liées au câble. Donc ce sont des petits dispositifs qui sont implantés directement dans le cœur via une procédure mini-invasive. On ne va pas rentrer dans le détail par une veine fémorale. Et les pacemakers sans sonde, récemment, à double chambre, ont été développés. Donc là, c'est une vraie avancée significative pour les patients nécessitant une stimulation plus complexe. Donc tu vois qu'ils travaillent vraiment sur la partie infection, la partie implantation, la partie que le pacemaker s'adapte à la personne sur qui il est posé et le plus possible. Voilà, sans être trop technique. Et là, du coup, le pacemaker sans sonde, ça permet vraiment de l'avoir 100% dans le corps, de ce que je comprends, de pouvoir du coup l'oublier, alors qu'avant, j'en conclus qu'il y avait des traitements externes à faire, un petit peu d'entretien C'est ou ce ça, genre de c'est choses. ça. Et tu vois que Ok, l'évolution est bonne parce que tu as même des sportifs de haut niveau qui sont tolérés dans certains championnats avec la pose d'un pacemaker ou de stent ou autre. Donc
c'est qu'il y a quand même des choses qui sont relativement bien faites. Voilà pour le Euh, pacemaker à l'heure actuelle. ok, et du coup, donc tu nous as fait l'historique, tu nous as fait les preuves techniques, et donc je vois que tu t'es un petit peu, on va dire, projeté, enfin fait des recherches pour voir les domaines de recherche sur les pacemakers, c'est bien ça? Oui, parce qu'en gros, le pacemaker, on sait qu'il est important. L'avenir du pacemaker, il est forcément important et prometteur. Tu as énormément de recherches, tu t'en doutes bien, qui sont axées sur l'autonomie, la connectivité, la personnalisation. Qui dit batterie dit le futur, est-ce que ce ne serait pas une auto-alimentation énergétique? Ça, c'est un des défis majeurs. Éliminer le besoin de remplacement de batterie. Donc, tu as des prototypes de pacemakers qui sont en développement pour se recharger partiellement grâce aux battements du cœur eux-mêmes, en convertissant l'énergie cinétique du cœur en électricité. Ça permettrait une autonomie quasi illimitée. Ouais, tu vois, après, j'y connais rien, mais je me dis, ouais, ça, et puis peut-être aussi la circulation sanguine, elle génère aussi forcément de l'énergie. C'est sûr qu'on va pas greffer un panneau solaire sur la poitrine, ça va pas être pratique pour ça, se promener. ça pourrait faire un beau petit tatouage, mais ce sera compliqué. Mais voilà, Ça- c'est une Surtout des en hiver, ça va être recherches, chiant quand même. c'est clair, une des recherches majeures. Tu as la miniaturisation extrême. Les Mhm. pacemakers encore plus petits, de l'ordre de 1 cm3, sont à l'étude. L'objectif, c'est de les rendre imperceptibles pour le patient et que, voilà, qui dit, c'est comme tout, hein, ça prend moins de place, c'est plus léger, meilleure batterie ou voire plus du tout de batterie et une meilleure fonctionnalité. Mhm. Tu as de la connectivité et télécardiologie. Donc les pacemakers modernes sont déjà capables d'envoyer des alertes et des données aux médecins. Ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. À l'avenir, cette connectivité, elle sera encore plus poussée. Elle permettra un suivi à distance plus précis et une intervention plus rapide en cas de besoin. Et la télémédecine, elle jouera un rôle croissant. Et là, je le vois, hein, parce qu'avec le boîtier qu'a mon père, effectivement, il y a des transmissions et ça peut aller encore beaucoup plus loin. Et je me permets du coup, et au risque de passer pour un geek, mais là, c'est pas le côté geek, c'est vraiment l'avenir. J'imagine très bien, on a fait des épisodes sur la domotique, et la domotique, on faisait par rapport à la maison connectée, mais la domotique se développe aussi de plus en plus sur le domaine de la santé. Je pense à des marques comme Weezings, par exemple, marque au moment où on se parle française. Donc j'imagine bien que ça pourrait être ensuite connecté à des systèmes de domotique centralisés qui permet ensuite de contrôler, faire plein d'alertes, etc. Je vous mettrai Bien les sûr. liens vers notre épisode domotique, mais je pense qu'effectivement, oui, ça a complètement du sens. Exactement. Ah non, mais totalement. Intégration de fonctions supplémentaires, et ça, celle-ci, je pense qu'elle peut être vraiment importante. Le futur pourrait voir l'intégration de fonctions de défibrillation dans ce qu'ils appellent des capsules de resynchronisation cardiaque. Ça crée un écosystème Mm. évolutif pour la prévention de la mort subite. Et ça pourrait, limite, entre guillemets, si j'ai bien compris, en cas de crise cardiaque, faire le rôle d'un défibrillateur à moins grande échelle, mais qui permettrait déjà peut-être de maintenir un minimum la personne en vie, d'attendre les secours et de pouvoir justement sauver énormément de personnes. Et surtout de manière automatique. On rentrera pas dans la discussion des défibrillateurs. On en parlait avant l'épisode. Si vous le souhaitez, les auditeurs, faites-nous signe. On pourrait faire un épisode dédié. Mais effectivement, là, ça ferait non seulement le diagnostic, donc proactif, mais également faire une réaction derrière avec une pulsion électrique et donc l'équivalent d'un défibrillateur. Oui, c'est sûr que là, on sauvera encore plus de vies. Exactement. Une amélioration des matériaux biocompatibles avancés. Donc, tu as des nouveaux matériaux comme le nitrure de gallium en remplacement du silicium pour les piles. Ça pourrait améliorer la robustesse et la durée de vie des dispositifs. Mhm. Et pour finir, des pacemakers dits intelligents et personnalisés, intelligence artificielle et apprentissage automatique. Les pacemakers de demain pourraient s'adapter encore plus finement aux besoins de chaque patient, optimisant la stimulation en temps réel en fonction de l'activité physique et de l'état physiologique. Et le côté intelligence artificielle, de nouveau, ça aurait extrêmement d'importance là-dedans. Euh, Moi qui suis pourtant pas mal dans le domaine, je suis le premier à dire, ça me saoule qu'on essaye de claquer de l'intelligence artificielle un peu partout. Mais là, je verrais très très bien des cas de figure où justement ça permettrait d'analyser un ensemble de constantes, de situations, etc. Et à nouveau de faire du proactif. Ok, ouais, Ex- écoute, c'est absolument passionnant et Ouais, c'est bien. On continue à progresser au niveau de la médecine.
Exactement. En tout cas, voilà. Pour moi, les informations liées au pacemaker pour aujourd'hui, c'est tout. Est-ce que tu as d'autres questions complémentaires ou est-ce qu'on passe à la rubrique des anecdotes? Ah bah non, on va passer à la rubrique des anecdotes. Je t'écoute pour la première. Alors la première, je vais reciter la toute première, tu sais, de 1958, c'est avec le patient Arne Larsson. Juste pour dire, le défi initial, c'est que le premier pacemaker implanté, il a duré que 3 heures. Le second a duré quelques jours et au total, comme on expliquait, il en a eu 26. Donc tu vois, ils ont vraiment réussi très très rapidement à générer des pacemakers, à s'adapter aux problématiques et aux contraintes pour que Monsieur Larsson décède fin 2001. Et il a même Ouais, et survécu à puis ces et il a même survécu aux deux inventeurs du pacemaker, Rune Elquist et Ake Senning. Voilà, ça bon, ce qui c'est n'est peut-être pas, ce qui est pas le étonnant en plus tant que tel. c'est peut-être le plus bel hommage pour ces médecins-là de se dire que leur médecin, enfin leur patient a survécu après eux. Je pense que c'est un des plus beaux rôles de la médecine. Il faut bien se dire que dans la médecine, forcément, alors aujourd'hui on va dire oui, mais c'est des cobayes. Non, c'est pas histoire que c'est des cobayes, c'est qu'à un moment donné, bah, il faut bien avoir des cas concrets et il n'y a que dans la réalité des choses qu'on peut constater ce qui se passe régulièrement et c'en est un bon exemple, d'autant plus vu l'âge à laquelle ce monsieur est décédé. Bah, de toute façon, il faut voir ça peut-être comme un cobaye, mais c'était ça où il ne survivait pas. Ah, clairement. C'est Donc clair. très clairement, à un moment, entre la mort ou potentiellement quelque chose qui ne marchera pas ou quelque chose qui m'apportera un peu de vie supplémentaire, je peux comprendre que le choix soit vite fait. C'est Deuxième clair. anecdote, on va reparler du docteur Paul Zoll, un des pionniers du pacemaker. Parce qu'il a développé donc son appareil en 1950. Ce que l'on ne sait pas, ou ce que l'on sait peu, c'est que l'une des anecdotes un peu moins connues, son premier prototype, il était assemblé à partir de pièces de récupération et d'équipements de laboratoire. C'est une sorte de bricolage maison ingénieux qui a prouvé le concept de la stimulation externe et ça a ouvert la voie des développements plus sophistiqués. Donc en gros, on se rend compte quand même que l'innovation, bah, ça naît souvent de la débrouillardise et de la persévérance. Il a vraiment fait son truc un peu maison et puis regarde ce que c'est devenu maintenant. Et puis voir, bon là c'est pas le cas, mais des fois même de découvertes fortuites, des chercheurs qui cherchent dans un domaine bien particulier et qui finalement découvrent autre chose qui n'a strictement rien à voir. Il y a énormément de cas au niveau de la science où ça s'est passé comme ça. Donc c'est la beauté de la science. Exactement. Troisième anecdote, le père du pacemaker moderne, Wilson Goldbach, c'est une erreur heureuse. Parce que Wilson, l'ingénieur américain, à qui on attribue l'invention du pacemaker implantable commercialement viable en 1960, il y a une anecdote qui est assez célèbre liée à sa découverte. Il travaillait en gros sur un oscillateur pour enregistrer des battements cardiaques. Il a accidentellement utilisé une résistance de la mauvaise valeur dans son circuit et au lieu du signal attendu, il a obtenu un signal pulsé régulier, parfait pour stimuler un cœur. Il a réalisé que son erreur et il s'est dit, mon Dieu, en gros, c'est un pacemaker et c'est un exemple un peu classique de la découverte accidentelle où une erreur, bah, ça va mener à une invention ou une amélioration révolutionnaire. Bah, ça rejoint ce que je disais. J'avais pas lu cette anecdote, mais voilà un beau cas concret, comme quoi c'est cool. Et il reste Encore une anecdote? deux petites anecdotes. Soute d'avion comme salle Allez-y. d'opération au début de l'ère des pacemakers, bah, les conditions n'étaient pas toujours optimales. Et donc il existe des histoires. Alors, c'est quand même difficile à vérifier. On va dire c'est peut-être de la légende urbaine. Je vous rappelle notre épisode précédent, le 101. Mais une anecdote raconte qu'un des premiers pacemakers implantés était posé dans des conditions vraiment très spartiates, potentiellement dans une soute d'avion convertie pour transporter le matériel nécessaire d'un point à un autre et à réaliser l'opération en urgence. Alors ça souligne tous les défis logistiques, contraintes techniques auxquels les pionniers de la cardiologie ont été confrontés. Et d'autant plus, tu disais qu'au départ, c'était des équipements très gros. Donc oui, je serais pas. C'est peut-être exagéré avec un avion, mais dans l'idée, ça me surprend pas. Et donc la dernière. La dernière, on en parlait tout à l'heure, le pacemaker dans la poche, les problèmes d'interférence. En gros, avant l'événement des pacemakers entièrement implantables, bah, tu as certains patients qui utilisaient des stimulateurs externes plus volumineux. Donc tu as beaucoup d'anecdotes qui rapportent des situations où les patients devaient porter le dispositif et ses câbles, parfois dans une poche.
Les interférences électromagnétiques, c'était un problème majeur. Et il y a des récits de personnes dont le pacemaker a été perturbé par des appareils électroménagers comme les mixeurs ou par les ondes radio. Donc ça a conduit à des recherches intensives pour rendre les pacemakers plus robustes et surtout immunisés aux interférences. Et ben voilà, en tout cas, c'est un bel épisode pardon, qui montre aussi l'évolution de la science, comme quoi l'être humain est capable de faire des très belles choses, et ça fait toujours du bien de le montrer. Avait encore d'autres sujets à aborder? C'est bon pour moi, pour cet épisode. Comme Eh ben d'habitude, en super, tout cas, je vous invite à nous suivre et à écouter le générique pour retrouver juste après différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré de main de maître par mon confrère et ami Thierry, qui publie, qui like, qui retweet, qui nous cite. Voilà, il y a beaucoup de belles choses à venir, on a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, et je te laisse Thierry pour la suite de nos réseaux. et pour autant, c'est pas parce qu'on a plein d'idées que vous pouvez pas nous en fournir. Et du coup, forcément, si vous voulez nous suivre, il y a plein de solutions possibles. Le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr. Vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, les liens vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook. On n'a pas encore beaucoup d'abonnés, donc allez-y, ou bien je vais finir par croire que les gens n'utilisent plus Facebook, très étonné. Et également, de manière générale, consultez les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez, comme son nom l'indique, nous payer simplement un petit café ou une petite bière ou quelque chose. On se fera un plaisir de l'avoir en votre honneur. Notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et puis, comme depuis quelque temps, les liens vers les différents épisodes qu'on cite. Comme ça, vous avez un lien, vous avez juste à cliquer dessus, puis vous pouvez écouter. Là, par exemple, pour cet épisode, j'ai noté le bug, la domotique et les légendes urbaines. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!